Perrin Kweken est déjà là. On échangeait en off. Super intéressant, il faut dire. Et moi, j'aime quand Perrin il parle. Il sait expliquer ces choses sur la société, l'entrepreneuriat, comment se définir, comment... en fait, amener les entreprises à pouvoir éclore, amener les entreprises à pouvoir réussir en Afrique. On a besoin de tels hommes pour pouvoir entraîner. Donc, même la formation qu'il est en train de faire, qu'il voudrait faire du côté de Crébi, les gens se plaignent du prix, 900 000 francs, mais vous voyez, ces 900 000 francs, c'est un package quand même, c'est une semaine, c'est quelques jours, c'est 3 jours, 5 jours à 900 000 francs, ce n'est pas... Tout frais payé, c'est-à-dire vous donnez 900 000 francs, vous êtes logé, nourri, voilà, tout frais payé, formé en plus. Vous voyez, c'est pas du tout, il faut mettre les moyens pour pouvoir, il faut investir pour s'instruire, pour apprendre, c'est très important. C'est bon surtout pour les entrepreneurs. Donc c'est raison de plus, une raison de plus ce matin pour moi de vous interpeller à suivre ce séminaire qui se tiendra ultérieurement. Ça devait se faire au mois de mars, là, mais il n'y a pas suffisamment de personnes déjà. On pleure encore l'argent. Investissez et vous aurez le retour à l'investissement. C'est important. Perrin, bonjour. Bonjour. Alors, on parle aujourd'hui, j'espère que ça va. Ça va? Perrin ne parle pas. Alors, comment générer un a priori positif face aux équipes, Perrin? C'est de ça qu'on parle ce matin. Bon, aujourd'hui, ce matin, on va essayer de voir si c'est possible de pouvoir aborder ce sujet. Et si je m'étais pause à ce moment et qu'on refaisait rewind, quel est le sentiment que vous avez dès le début de ma prise de parole? La timidité. Vous étiez déjà en train de vous dire est-ce que le gars a bien dormi? Justement, on a des points d'interrogation dans la tête. Effectivement, le sujet de ce jour, c'est comment générer un a priori positif face aux équipes. Il faut savoir que, en tant que chef d'équipe, en tant que manager, responsable, chef de département, directeur, vous transportez des émotions que vous devez véhiculer à vos équipes et vous êtes très souvent responsable du là que vous leur donnez pour qu'ils puissent mettre l'entrain quand ils sont en train de se déployer. Et dès le début, j'ai fait exprès de commencer assez timidement, assez mollement et en cherchant les mots pour vous faire un peu percevoir l'effet négatif que cela a sur vous quand vous avez en face un leader qui n'est pas percutant, qui n'est pas entraînant, qui n'est pas convaincant et par conséquent, ça va influencer la nature de l'interaction que vous aurez avec ce dernier. Et donc pour cette session, nous allons nous focaliser sur quelques éléments clés qui permettent aux managers de pouvoir développer un a priori positif face à ces équipes. Alors, selon les études du docteur Albert Mérabin, il nous fait savoir qu'il y a 3 éléments clés qui interviennent en matière de communication, interpersonnelle. Et ce sont ces éléments qui influencent la nature de la relation que nous avons avec nos interlocuteurs. Le cas échéant, nous parlons des managers vis-à-vis de leur équipe. Les 3 éléments clés, c'est le contenu verbal, le ton de la voix et le langage du corps. Le contenu verbal, c'est quoi pour vous? Ça vient du verbe déjà. Oui, oui. La parole. Donc, le contenu verbal, c'est tout simplement les choix de mots que nous opérons au quotidien. Donc, au lieu de dire « nous allons passer un bon moment ensemble en partageant les concepts qui ont été développés », imaginez un manager dit « on va voir si c'est possible d'essayer ».
Des choix des mots qui ne nous réconfortent pas, par conséquent, qui ne réconfortera pas les membres de l'équipe, qui va donner un sentiment de tâtonnement de ce dernier. Le deuxième, le ton de la voix, comme ça se dit, le ton de la voix, c'est de savoir est-ce que le manager est suffisamment audible quand il parle. Est-ce qu'il parle toujours fort? Et ça donne le sentiment qu'il est en train de gronder les équipes. Par conséquent, le mécanisme auditif va se fermer au message qui vient de ce dernier. Est-ce qu'il parle très bas? Qui donne le sentiment de ne pas maîtriser ce qu'il va dire, de ne pas savoir ce qu'il dit ou alors de ne pas être à sa place. Donc, c'est très important ce dernier élément. Et à la fin, le langage du corps, ce qu'on va aussi appeler la gestuelle. Imaginons un manager qui parle sans mouvement. Donc, nous sommes aujourd'hui à la formation. On va aborder telle thématique. Ça ne convainc pas. Ça donne l'impression qu'on est abattu. Or, quand on est manager, à chaque fois qu'on parle à son équipe, à chaque fois qu'on fait un discours, qu'on communique avec eux, on doit faire attention à ces trois éléments. On doit ajouter la choix gestuelle. des mots, ton de la voix et gestuelle qui va avec. C'est ce tout-là qui permet de générer un a priori positif quand vous êtes face à vos équipes. C'est ça qui permet à ce que les gens vous donnent un doute favorable sur la base de ce que vous dites, quitte à ce qu'ils pourront vous évaluer après sur la base de ce que vous faites. Et donc, dans notre environnement managérial, surtout ici au Cameroun, pour avoir accompagné une centaine d'entreprises déjà depuis plus de 10 ans, la difficulté des managers à faire passer leur message réside sur la difficulté de la maîtrise de ces trois éléments. Par conséquent, ils sont obligés de construire leur image exclusivement sur la base de leur pouvoir. Et non sur la base de leur savoir. Qui va permettre de faire quoi? D'influencer les gens à vous suivre. Donc, comme je ne fais pas attention au choix de mots que j'utilise et que systématiquement ça va pousser les autres membres de l'équipe à entrer en rébellion, je serai toujours obligé de faire quoi? De rappeler que je suis le chef ultime et il n'y en a pas deux. Comme pour me faire entendre, je ne suis pas convaincant, je serai toujours obligé de gronder pour montrer que dans un bateau, il n'y a pas de capitaine. Et la gestuelle que je vais très souvent utiliser sont des gestuelles menaçantes. Vous allez me sentir. Tentez de ne pas venir les poings sur la table. Donc, les éléments communicationnels négatifs qui ne vont pas encourager les gens à vous suivre, du moins, qui vont amener les gens à vous suivre exclusivement à cause de votre pouvoir. Et c'est quoi le danger avec le management qui s'appuie sur le pouvoir, Calvino? Le danger du management qui s'appuie sur le pouvoir. Oui. La frustration. Oui, et encore plus pour le manager, il faut savoir que la particularité du pouvoir, c'est qu'il a un temps de début, il a un temps de fin. Voilà. Et donc, deux fois, certains managers sentant qu'un jour, ils peuvent se retrouver sans ce pouvoir-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mater au maximum les gens qui ne partagent pas la même façon de voir, que la même façon de travailler, et ainsi de suite. Or, quand on a fait attention à ces éléments, on entraîne les gens vers l'atteinte des objectifs sur la base de l'influence. C'est quoi la différence entre l'influence et le pouvoir dans ce contexte? C'est que l'influence, il n'est pas limité dans les temps. Vous avez des enseignants qui vous ont enseigné en 6e, en 5e, 20 ans, 30 ans plus tard, vous les voyez, vous vous arrêtez, vous les respectez toujours. Donc ça, c'est quelqu'un de très correct. Vraiment, il vous a marqué sur la base de l'influence. Mais il y a d'autres que vous dites, oui, monsieur le directeur, oui, chef. Mais quand le 17h arrive et qu'il n'est plus à sa position, comment ça dit, le type là, l'homme là, le monsieur là, parce que son pouvoir est fini.
Donc, très important pour nous, les managers, apprenons à développer cet a priori favori en nous appuyant sur les éléments d'influence qui intègrent le contenu verbal, le ton de la voix et le langage du corps. Alors, quand on dit choix de mots, qu'est-ce qu'on met dedans? Mireille, quand on dit choix de mots, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Mais on pèse les mots. Peser les mots que nous utilisons. Voilà, il ne faut pas utiliser des mots qui sont forts parce que je me souviens, Oui, j'ai changé avec quelqu'un oui, qui... parce que la conséquence des mots, il y a une conséquence dans les mots. oui, Si vous utilisez des mots forts, ça peut entraîner une conséquence négative, oui. ça peut entraîner même une guerre, ça peut entraîner une révolte, ça peut entraîner... Mais il faut, quand on fait le choix des mots, c'est choisir le mot adéquat, exact, en fait, qui pourra permettre à mettre la personne en face en confiance. Super. Si on était à l'école, je te donnerais 19,5 sur 20. Donc, pour que les autres demi, je puisse aussi partager ce que j'ai prévu. Donc, effectivement, bon, j'ai pas fait la cile artistique et nous, on a fait la cile technique. Donc, on n'a pas commencé avec les beaux dessins. Donc, imaginons que ça, c'est une tête. OK? Et savoir que l'être humain a deux parties dans son cerveau. Une partie qui gère les données logiques et une autre partie qui gère les données émotionnelles. Et donc, en fonction du choix de mots que vous faites, ça va influencer soit la partie logique, soit la partie émotionnelle. Et en fonction de ces éléments, il va déterminer la nature de l'interaction qu'il aura avec vous. C'est la raison pour laquelle, quand vous vous adressez à quelqu'un avec politesse, sa réaction est influencée par le côté logique de son cerveau et c'est pour ça que sa réaction est proportionnellement logique. Si vous venez plutôt avec une approche injurieuse ou ordurieuse, ça va toucher quelle partie? La partie émotionnelle. À ce moment, il va développer son instinct de défense et donc il va opposer une énergie négative à une autre énergie négative et c'est comme ça que tout va en sucette. Donc, il est important de savoir qu'on ne communique pas pour blesser. Il y a des gens qui me disent souvent que le plus important pour moi, c'est de dire ce que je pense. Je pense qu'en management, le plus important dans la communication, c'est qu'on puisse se comprendre, pas forcément qu'on puisse entendre absolument ce que j'avais à dire. Si ce que j'ai à dire, en utilisant des mots, ne va pas être compris, s'il faut utiliser autre chose, utilisons autre chose pour que la personne comprenne à la fin et non pour dire aux gens que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire, le reste je m'en fous. Ouais. Donc c'est très important par rapport à cela. Et donc quand on a compris cela, on comprend que à chaque fois que nous utilisons des expressions négatives, des expressions de blocus, des expressions d'hésitation, forcément ça va influencer la façon dont vos équipes vont vous regarder. Et je vais prendre des exemples de communication négative que nous avons au quotidien dans nos équipes. Alors, on va mettre une colonne là, négative. Et on va mettre de ce côté positive. Un exemple de communication négative que nous avons dans notre environnement professionnel, quelles sont les choses qu'on vous dit souvent dans le cadre du travail qui peut vous pousser à ne pas faire ce qu'on attend de vous? C'est-à-dire que quand vient par exemple à dire Oui. que tu as, je sais pas, tu as intérêt à me nettoyer cette table avant que l'émission ne commence. Sinon, Ok. c'est ce qui t'attend. Tu as intérêt. Nettoyer cette table. Ouais. Et sûrement avec le ton de voix négatif qui va avec. Oui. Quoi d'autre? Mireille? Il y a des termes, par exemple,
Peut-être qu'ils vont me pousser à ne pas faire quelque chose. Ouais. Donc, est-ce que j'ai envie d'avoir 2 présentateurs en simultané et comment ça peut se faire? Et ton équipe technique te dit, c'est faisable. C'est impossible. On est dans le cadre du négatif. Oui. C'est impossible. Oui, ils vont te sortir toutes les techniques du monde pour te dire que en fait, c'est du surnaturel, c'est du surréalisme. Effectivement. C'est surréaliste ce que tu es en train de demander. Ok. Ils vont te prouver par A plus B que C'est pas possible, faisable. c'est pas faisable. Oui. Ok. Donc, on va prendre un 3e exemple. On voudrait organiser quelque chose en entreprise et on n'a pas encore tous les éléments, tout calé. Et on veut communiquer avec nos équipes. On va dire que c'est probable. C'est probable que peut-être bref, des expressions qui mettent en doute notre capacité à pouvoir exécuter ce que nous attendons de l'équipe ou alors l'objectif qui nous a été assigné. Au lieu de dire que tu as intérêt à nettoyer cette table avant le début de l'émission, parce qu'en le disant, je te rappelle que je suis ton chef. Donc, le jour où mon pouvoir de chef part, je ne pourrai plus te dire cela. On a appuyé sur le pouvoir. Quelle est la reformulation positive que l'on pourrait faire? Je trouve que ce serait intéressant ce que nous allons faire. Ça peut paraître impossible, mais je crois... Non, on est d'abord sur le premier. On est d'abord sur le premier, oui. Que oui. Tu as intérêt. Tu as intérêt à nettoyer cette table avant le début de l'émission. Oui, ce que je trouve... Ok, ce serait bien de nettoyer cette table avant le début de l'émission. Tu Tout simplement. S'il te plaît, Calvino. S'il te plaît, Calvino, vu que cette table est dans le champ de vision de l'émission, peux-tu nettoyer cette table pour que ça renvoie une bonne image du plateau quand nous sommes en train de passer? Mêmes attentes, mais formulations différentes. Donc, quand c'est formulé négativement, forcément, l'individu ne va pas vouloir nous suivre. Mais quand c'est formulé positivement, ça va appeler le côté logique. Qu'est-ce qui a fait appeler le côté logique dans la deuxième formulation? En plus du s'il te plaît, le fait que je t'ai rappelé que ça va passer à la télé et ça risque d'avoir un impact négatif. Logiquement, tu vas te dire, ah tiens, en plus qu'il l'a fait de manière bienveillante, ça ne me coûte rien de le faire. Très important. Avec, comme on a dit, le ton qui va avec. Et la bonne gestuelle surtout. Alors, au lieu de dire que c'est impossible, on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je pense pour ma part que si nous prenons cette route, cette voie, ce serait possible qu'on puisse atteindre le minimum des objectifs demandés. Oui. Donc, dans le cas de notre exemple, est-ce que c'est possible de faire passer 2 présentateurs simultanément? Non, c'est impossible. Alors, la reformulation pourrait être il sera difficile. C'est quoi la différence entre d'avoir les 2 personnes sur le plateau parce que ça pourra, il y a peut-être, le champ est court, est petit, l'espace ne permet pas que nous puissions avoir. Mais par contre, on peut faire... Super, tu arrives où je suis en train de vouloir venir. C'est quoi la différence entre impossible et difficile? Impossible, ça veut dire que ça ne se fait même pas. Donc, dans impossible, je construis un mur. Oui. Et les gens ne viennent pas en face de nous pour recevoir des murs. Mais par contre, quand on dit c'est difficile, ça voudrait dire quoi? Il y a une possibilité, mais elle est infime. Donc, c'est moi maintenant, sur le plan logique de ma réflexion, de voir que cette possibilité est tellement infime que je décide volontairement de la laisser.
Et c'est un état d'esprit, c'est un état psychologique différent de celui qui a une impossibilité qui lui est servie automatiquement et systématiquement. Et donc, pour aller dans ta lancée, il faudrait que nos managers apprennent à ne pas s'arrêter sur l'impossible, à ne non plus s'arrêter sur le difficile, mais à présenter ce qui est possible. Un peu comme ce que tu faisais tout à l'heure, Mireille. Il sera difficile, mais par contre, voici ce qui est possible. Il sera difficile de pouvoir les enregistrer, les prendre en direct à la fois sur le même plateau. Mais par contre, s'il y a une possibilité de les préenregistrer, parce que moi, le manager, je dois toujours être orienté vers la proposition des solutions et non de toujours construire les murs entre ce que l'on me demande et ce que l'on attend de moi. Ce n'est pas faisable. Peut-être, au lieu de dire peut-être, on doit dire quoi? On dit ce qu'on doit faire. Vous venez déposer vos documents à votre hiérarchie, vous voulez avoir un congé par exemple. Je vais voir si peut-être on peut accepter. Ça ne vous met pas en confiance. Or, il doit plutôt dire ce qu'il va faire. Je vais envoyer ton dossier au service des RH et s'ils répondent, je vais te notifier. En fonction de leurs réponses, je vais te notifier. Et non mettre les probables, peut-être éventuels, qui contribuent à ne pas mettre la personne en confiance. Donc, c'est très important dans ces éléments de choix de mots. Et aussi, il y a beaucoup de choses qu'on tend à négliger en grandissant. La bienveillance, la politesse, le respect. Ces mots-là qui conditionnent émotionnellement les gens positivement à vouloir volontairement s'impliquer dans ce qu'on attend d'eux. N'oubliez pas qu'en tant que manager, plus vous développez un a priori négatif vis-à-vis de vos équipes, plus ceux-ci vont rester dans un cadre logique et réfléchir à tous les moyens pour ne pas faire ce que vous attendez d'eux de manière légale. Et notez que si on donne le job description de chaque employé d'une entreprise, si tous se limitent strictement à leur job description, on n'a pas de garantie que l'entreprise sera performante. Est-ce qu'on comprend ça? Si on vous prend ici à STV, vous tous, on vous donne vos job description, on vous dit, toi tu fais tel, toi tu fais tel, toi tu fais tel, et que tout le monde se limite exclusivement à son job description, on n'est pas sûr d'être performant. Ce qui va nous rendre performants, c'est que quelque part, quelqu'un décide de faire plus que ce qui a été défini. Dans son job description. Et c'est ça qu'on a appelé l'effort discrétionnaire. C'est quoi l'effort discrétionnaire? C'est l'effort que l'individu décide volontairement de mettre pour l'atteinte de l'objectif qui est différent de ce que les gens vont considérer comme heures supplémentaires ou bien heures en plus à payer. Dans l'effort discrétionnaire, c'est ce que toi tu décides de faire pour pouvoir atteindre ton objectif. C'est pour ça que vous allez voir que tous les professionnels qui ne trichent pas au travail, qui travaillent sérieusement et qui sont performants, vont toujours vous dire que le travail dépasse toujours l'argent. Il a 100 000, il dit que vraiment le travail est plus que l'argent. On monte 200 000, le travail est plus que l'argent. 1 million, le travail est plus que l'argent. Il y a des gens qui ont 20 millions le mois et vous disent que le travail est plus que l'argent, alors qu'ils ont les mêmes 24 heures que nous. Parce que l'effort discrétionnaire n'est pas un effort quantifiable. Voilà. Et pour amener donc les gens à se donner volontairement, sans vouloir demander une rémunération ou une paye ou un bonus particulièrement, ils le feront de tout cœur en fonction de l'a priori que vous leur avez donné. C'est pour ça que, en plus de ces éléments de confiance dont nous avons parlé, de ces éléments de communication dont nous avons parlé, c'est important de faire germer la confiance entre vous et vos équipes. Et comment est-ce qu'un manager crée la confiance entre lui et ses équipes? Premièrement, dans le contexte de créer un a priori
favorable, positif face aux équipes, c'est de dire aux équipes ce que vous pouvez faire. Bon, Calvino, c'est que je suis ton chef, non? Si tu réussis à faire cela, moi, je vais faire qu'on double ton salaire par 3. Quand je t'ai dit ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai généré une attente chez toi et tu t'attends à ce que je fasse quoi? Que je fasse multiplier ton salaire par 3. Est-ce que ça dépend de moi? Je suis certes ton chef, mais cet aspect-là peut ne pas dépendre de moi. Et donc, si je génère des attentes de mes équipes que je ne peux pas remplir, par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont perdre confiance en moi et l'a priori positif qu'ils me donnaient va commencer à finir. Ou alors, si ils étaient sans avis, généralement, ils vont se faire un a priori négatif. Donc, dis à vos collaborateurs ce que vous pouvez faire. Calvino, quand j'ai lu ton dossier, je comprends l'importance de ton besoin d'augmentation. Ce que moi, je peux faire, c'est de présenter à la hiérarchie. Ça, c'est ce que je peux faire. En plus de dire ce que vous pouvez faire, vous, en tant que manager, pour développer cet a priori positif-là, il faut savoir écouter activement les membres de l'équipe. C'est quoi l'écoute active? L'écoute active ne voudrait pas dire que se taire et attendre son tour pour parler. Parce qu'il y a des gens qui pensent que écouter, bien écouter, écouter activement voudrait dire se taire et attendre son tour pour parler. L'écoute active, c'est de participer à la communication. Oui, Mireille Grasse, par rapport à ton émission de demain, tu voudrais que ça se passe comment? Et là, Quand tu es en train de répondre, oui. Oui, voilà, Okay. je souhaiterais qu'on fasse un truc qui pourra accrocher le téléspectateur, Ça, se c'est mettre bien. à la place de ce futur entraîneur, Ça, c'est bien. permettre à cette personne de pouvoir sortir avec quelque chose de positif. Ça, c'est bien. Quelque chose qui pourra lui donner confiance, lui Super. apporter un plus, qui pourra lui permettre de devenir un bon leader demain. Super. Et comment tu comptes t'y prendre? Donc, je t'accompagne dans le processus de dialogue en utilisant les paroles d'écoute active et la gestuelle d'écoute active. Oui, c'est bien. Et donc, tu as le sentiment que nous participons Oui. à la conversation. Oui, oui, oui. Et donc, à chaque fois, comme le lead des idées vient de toi, tu auras le sentiment que non, ça, c'est un chef. Quand tu parles, il écoute, il t'accompagne et il te dit même des choses que tu n'avais pas vues. Alors que techniquement, je t'ai juste accompagné dans le développement de ton idée. Mais parfois, on a des chefs, tu veux dire quelque chose comme ça à un chef, il est buté. Il est buté, il est bloqué. Il te dit non, 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 écoute, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, je pense que machin comme ça. Finalement, ça te bloque, tu n'as plus envie de donner quoi que ce soit, tu veux rien faire, tu veux pas, tu préfères écouter et attendre juste les ordres de lui. Parce qu'émotionnellement, tu auras le sentiment d'avoir pas été écouté. Parce que l'écoute est aussi émotionnelle, elle n'est pas physique. Je prends un exemple. Les personnes avec lesquelles nous avons le plus de difficultés d'écoute, c'est les personnes que nous fréquentons le plus au quotidien. Le conjoint, le partenaire, l'enfant, le collègue. Parce que quand il ou elle commence à parler, on sait déjà où il va atterrir. Et deux fois, comme nous savons que nous sommes très intelligents, quand quelqu'un a commencé à parler, pour gagner en temps, on a déjà proposé la solution, on a dit comment ça va faire. Et ça donne un truc comme ceci à la maison. Chérie, j'ai tel problème. Par rapport à tel, je veux... Ah non, non, voici, tu vas faire comme ça. Et elle va te dire, non, tu ne m'écoutes pas. Ouais, n'est-ce pas, tu voulais ça. Je ne parle plus. Tu m'as pas écouté. Ok, parle alors. Tu ne m'écoutes pas. Parce que plus on anticipe sur ce que les gens ont à dire, peut-être parce qu'on pense qu'on est plus intelligent, peut-être parce qu'on veut gagner en temps, peut-être parce qu'on estime qu'on est plus expérimenté, moins ça pousse la personne à développer un a priori favorable vis-à-vis de vous. Donc, il faut s'offrir d'écouter, de poser des questions d'orientation qui vont permettre à ce que la personne développe plus son idée et donc, à la fin,
même si on a fait des ajouts, ces ajouts-là restent dans le cadre de l'idée du membre de l'équipe. Et vous allez voir que quand il va sortir, il va dire non, moi, mon chef, il est très intelligent. Alors qu'en réalité, c'est son équipe, c'est son idée que vous avez travaillé à développer. Donc, en plus de développer cette expression d'écoute active, il est important aussi de travailler sur son personal brand. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de travailler sur son personal brand? Parce que quand on est chef d'équipe, on est un peu comme l'ambassadeur de cette équipe-là. Et chaque équipe, chaque membre de l'équipe voudrait s'en vanter. C'est un peu comme quand on était à l'école primaire. Si ton père ou si ton parent faisait un bon métier entre guillemets, ce qu'on estimait comme être bon métier, qu'est-ce que l'enfant faisait? Il s'en vantait. Moi, mon père est policier, mon père avocat, mon père ci, mon père ça. Et maintenant, pour celui qui avait le sentiment que son parent ne fait rien ou est à la maison, qu'est-ce qu'il faisait? Il se sentait gêné de pouvoir parler aisément de son parent. Donc, c'est la même chose avec les membres de l'équipe. Pour eux, vous êtes leur ambassadeur. Et ils doivent vous voir. Ils doivent pouvoir dire que non, ça c'est mon chef, ça c'est ma chef. Tu vois comment il est top Nyanga, tu vois comment elle est top Nyanga. Dans le cadre d'une entreprise qui a développé un dress code, un corporate identity à respecter, c'est lui le premier à respecter ses codes couleurs, ses codes de pins et autres qu'il doit mettre sur pied pour continuer à véhiculer l'image de marque de l'entreprise qui va renforcer le brand love que les collaborateurs auront vis-à-vis de lui et par conséquent vis-à-vis de l'entreprise. Il faut aussi travailler son art oratoire. Très important. Alors, l'art oratoire dans le business ou dans l'entreprise, dans l'environnement de l'entreprise, ce n'est pas forcément de très longuement parler ou de faire trop de discours. J'ai une entreprise avec laquelle nous devions conclure quelque chose et toute la journée d'hier, je n'ai pas pu avoir mon interlocuteur parce qu'il était en réunion. Wow. Vous faites des réunions de 9h à 16h. Réunion sur réunion, réunion sur réunion. Donc là, dans le contexte de l'entreprise ici, les techniques d'art oratoire, ce n'est pas sur la longueur du discours. C'est sur ces trois éléments qu'on a dit. Avoir des mots justes, avoir le bon ton de voix, avoir la bonne gestuelle, savoir lire et anticiper quand les gens ne vont pas bien, avoir ce mot de réconfort, d'encouragement, reconnaître les mérites des gens, reconnaître le travail qui a été bien réalisé. Ces petites choses-là qui vont contribuer à mettre le collaborateur en confiance. Et quand le manager maîtrise bien son art oratoire, à chaque fois quand il ouvrira la bouche, le collaborateur a le sentiment que chaque fois que mon chef-ci ou ma chef-ci dit quelque chose, c'est toujours quelque chose de bénéfique pour moi. Ça me fait toujours bien, ça me met toujours dans un état d'esprit positif. Donc, par conséquent, la personne sera volontairement et naturellement plus disposée à l'écoute. Or, si tu es boring, on a mal fait un travail à l'ouverture en 2005. Nous sommes en 2022, on revient toujours sur ça. Mireille Grasse, lors de l'ouverture, tu avais fait ci, tel avait fait ça la semaine passée. Vraiment, je n'aime pas si j'avais déjà dit ça, je redis encore ça. On n'avance pas. Donc, il faut être straight to the point, avoir une bonne faculté de synthèse, anticiper, observer, savoir ce que les gens veulent. Aussi, il faut avoir un bon sens de l'observation. Très, très important. Très important. Parce qu'il peut arriver des matins, tu as donné une tâche à un collaborateur, il est en train de piétiner sur la tâche, tu sais qu'il a du potentiel et tu te dis par rapport à la réaction qu'il a que sa difficulté peut venir d'un environnement hors travail. Et le matin, tu lui dis, Calvino, je sais qu'à la maison, ça peut ne pas être facile, mais tu sais, l'homme, c'est le challenge, c'est le courage. Prends confiance. Si tu veux qu'on en discute, tu peux venir me voir. Mais si tu penses que tu peux surmonter, tu y vas. J'ai confiance en toi.
je n'attends pas forcément que Calvino vienne me dire comment vraiment, madame m'a fait ci, le voisin m'a fait ça. Comme j'ai observé et que j'ai vu que Calvino n'allait pas bien, je suis allé vers lui. J'ai eu à oratoire les bons choix de mots, des bonnes expressions pour le mettre en confiance. C'est comme ça que à chaque fois, il va toujours me voir positivement. Et c'est très important. Alors, pour le ton de la voix, comme on l'a dit, on ne va pas revenir là-dessus. Et il faut savoir que le ton de la voix s'apprécie à la fois dans les conversations physiques en face-to-face et aussi dans les conversations téléphoniques. Il y a des gens, ils décrochent le téléphone, tu as envie d'entrer dans le téléphone pour savoir s'il y a quelqu'un à l'autre bout du fil. Donc, que ça soit en face-to-face, que ça soit au téléphone, on doit être suffisamment audible. On ne doit pas gronder, on ne doit pas parler trop bas, on doit avoir le ton juste. Le troisième élément que l'on a vu tout à l'heure, le langage du corps, la gestuelle. C'est quoi la gestuelle? C'est les mouvements du corps. L'ensemble des mouvements du corps que nous faisons qui accompagnent la parole, le message que nous sommes en train de donner. Il faut savoir que, je reviens encore à mon dessin. Bon, j'étais fort en dessin, hein, mais ça c'était avant. Alors, il faut savoir que le corps et la conscience, corps, les deux ne font qu'un. Dans le sens où ce que tu penses se transforme en conviction et ces convictions-là se matérialisent en attitude et comportement. Donc, si tu penses quelque chose et que tu ne le transmets pas de façon juste en attitude et comportement et en façon de tenir ton corps, il y aura une dissonance entre ce que tu projettes et ce que tu es en train de dire. C'est vrai. Imaginons que quelqu'un soit en train de dire que tu es belle, hein? Tu es belle. Est-ce que le message... On a l'impression que c'est un clown, on est face à un clown. On a le sentiment que le message n'est plus cohérent. Donc je t'aime. Je t'aime. C'est pour ça que le contenu verbal, le ton de la voix et la gestuelle doivent aller de pair pour pouvoir accompagner le message que nous serons en train de véhiculer. Et donc, ça nous amène, si on est d'accord que la conscience et le corps ne font qu'un, ça nous amène à nous interpeller sur quelles sont les pensées que nous avons, que nous développons au quotidien. Qu'est-ce qu'on pense de nous au quotidien? Parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas. C'est vrai. Et il y a des gens qui n'aiment pas les gens. Oui. Dans le sens où il y a des gens qui aiment travailler seuls, ils ne savent pas collaborer, ils ne savent pas vivre avec les autres. Ils ne sont pas sociables. Ils aiment être seuls. Et souvent, ça vient des choses que vous vous dites. Si à longueur de journée, vous vous dites que vous êtes bête, c'est naturel et logique que vous le dites aux membres de l'équipe parce que dans votre subconscient, vous allez vous dire qu'il n'y a pas de problème puisque je me le dis à moi-même. Donc, faites attention au discours que vous développez. Est-ce que ces discours sont positifs? Est-ce que ces discours sont motivants? Est-ce qu'ils sont motivateurs? Parce qu'en matière de motivation, je vois il y a certains managers, certains cadres qui me disent, oui, Perrin, à chaque fois, tu nous donnes des outils, comment il faut motiver les équipes, comment il faut motiver les gars, mais nous aussi, qui va nous motiver? Je ne peux pas motiver les gens si on ne me motive pas. Or, il faut savoir que la motivation, c'est deux niveaux. Il y a la motivation que vous faites vis-à-vis de vos équipes. Et la partie la plus importante de la motivation, c'est tout simplement l'auto-motivation. J'ai fait quelque chose de bien. Je n'attends pas que mon chef vienne me le dire. Moi-même, je me motive. Ça, Perrin, tu as bien fait aujourd'hui. Nos équipes ont dépassé l'objectif
je n'attends pas que mon DG, lors de l'Assemblée générale ou bien lors de la réunion de fin d'année, fasse une brève allusion à cela. Je me motive. Ça, ici, vous avez bien fait et vous pouvez encore bien le faire. Donc, travaillez cette programmation mentale positive en vous qui va influencer votre capacité à pouvoir vous auto-motiver. Et donc, oui, Mireille? Et que pensez donc de ces personnes à qui... c'est vrai qu'on a parlé de ça la semaine dernière. Oui. Ceux qui les savent tout, Oui. ceux qui savent tout, Oui. et qui ont toujours réponse à tout. Ouais. Comment gérer ce type de personnes? Et parfois, choisissent les personnes avec qui elles doivent discuter forcément. Alors, c'est des exemples de mauvais managers. On vient de le dire tout à l'heure, de ne pas à chaque fois donner le sentiment au manager que les idées viennent de vous, mais développer les idées qui viennent d'eux, même comme ces idées rentrent dans ce que vous avez planifié. Et aussi, quand vous avez une équipe, ce n'est pas intéressant de seulement travailler avec une, deux personnes. Comme on a vu la dernière fois, en fonction des centres d'intérêt des uns et des autres, en fonction de leurs points forts, on peut savoir quelles sont les tâches qu'on donne à ceux-ci pour que ceux-ci se sentent impliqués dans le résultat final. Maintenant, souvent en management, il nous arrive d'hériter des collaborateurs qui ne veulent rien faire, qui estiment qu'ils sont intelligents surtout et qui vont être beaucoup plus une source de frein à l'évolution de l'équipe plus qu'une source de motivation. C'est souvent dans ce genre de situation, de cas extrêmes, qu'on peut mettre ces personnes de côté parce que le plus important, c'est l'intérêt du groupe. Parce qu'à la fin de la journée, il faudrait que le groupe atteigne l'objectif, il faudrait que le groupe sente qu'ils ont pu bouger les lignes, qu'ils ont pu avoir plus de résultats. Donc, si je suis manager et que j'ai un collaborateur qui sait tout sur tout, qui est toujours en train de vouloir tout répondre, je me concentre maintenant sur les résultats. Ok, Calvino, je n'attends pas de toi que tu m'expliques, j'attends tel résultat de toi. Je ne veux pas les explications. Et maintenant, je l'évalue sur des explications. Moi, manager, j'aime pas la tête de Calvino. Ce n'est pas à moi, dans ma posture de manager, de le mettre de côté tout simplement parce que je n'aime pas sa tête. Oui, j'aime pas la tête de Calvino, mais c'est quoi ses côtés positifs? C'est quoi son point fort? Ce que je fais, je lui donne dans des responsabilités qui entrent dans son point fort. Et quand il travaille et que ça produit des résultats, à la fin de la journée, ça produit des résultats pour qui? Pour moi, le manager, et forcément pour l'équipe. Donc, les managers doivent voir les membres de leurs équipes comme des ressources qui peuvent les amener vers l'objectif qu'ils ont et non systématiquement comme des personnes avec lesquelles ils doivent bagarrer ou jauger leur niveau intellectuel ou exercer absolument leur pouvoir. Et oui, vas-y. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que l'esprit d'équipe est important? L'esprit d'équipe est tout simplement important parce que seul, on va vite et ensemble, on va plus vite. On va plus loin. Plus loin. Donc, moi seul, je peux me lever. Je cours seul, j'arrive à Yaoundé. Alors que si on était ensemble, on pouvait arriver à Maroua, en France, ou Kousseri, ou en France. Et aussi, il faut savoir que, prenons le cas du foot. Le joueur le plus en vue dans une équipe de foot, c'est qui? Alors, si tu prends une équipe de 11 attaquants ou de 11 avant-centres, est-ce que tu vas gagner un match? Il te faut un attaquant qui doit marquer. Il te faut un milieu de terrain qui doit organiser le jeu. Il te faut des défenseurs qui doivent empêcher les incursions des attaquants adverses. Il te faut un gardien qui doit empêcher qu'on marque. Il te faut aussi qui? Il te faut un banc de touche. Parce que si quelqu'un n'est pas en forme, on peut remplacer. Et c'est ça qui va garantir. Il faut un coach pour coordonner l'équipe. Donc, c'est ça qui va garantir l'atteinte des résultats. Donc, quel que soit notre niveau d'intelligence, 3 cerveaux valent toujours mieux qu'un seul. Ouais. Quel que soit notre niveau de force, 8 bras valent toujours mieux que 2. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir travailler en équipe. Autre chose en équipe, c'est qu'on est complémentaires. On n'a pas les mêmes points forts.
On n'a pas les mêmes centres d'intérêt et même vos émissions. Vous êtes trois à animer l'émission, mais pour ceux qui sont très observateurs, vont voir que vous avez des sensibilités différentes en fonction des sujets. Exact. Donc vous ne pouvez pas dire que quand vous êtes trois animateurs, vous êtes en compétition. Non, chacun a sa place dans l'équipe. Chacun a quelque chose à apporter pour le rayonnement de l'équipe. On se sépare. Perrin. Ah, on se sépare déjà. Ouais, oui, il est 11h52. Ok. Donc, si on peut faire un petit résumé de cette session, il faut savoir que c'est important en tant que manager de développer un a priori positif. Je remplacerai a priori ici par image. Une image positive vis-à-vis des membres de votre équipe. Et pour ce faire, il faut faire attention à 3 éléments dans votre code de la communication. Premier élément, le contenu verbal. Quels sont les mots que vous utilisez au quotidien envers vos collaborateurs, envers les membres de vos équipes? Est-ce que ce sont des mots qui tendent à motiver ou alors est-ce que ce sont des mots qui enclenchent des réactions émotionnelles négatives qui vont renforcer les conflits? Il est aussi important de pouvoir avoir un ton de voix juste quand vous vous adressez à eux. Comme on a dit, un ton de voix très élevé, ça donne le sentiment que vous êtes en train de gronder, d'ordonner. Par conséquent, ils ne seront pas volontaires à le faire, ils vont le faire sous la contrainte. Et un ton de voix très bas peut donner le sentiment que vous n'êtes pas à votre place, que vous ne maîtrisez pas, que vous avez peur, que vous n'êtes pas suffisamment outillé. Donc, important d'avoir un bon ton de voix, d'avoir une gestuelle juste qui accompagne le message que vous véhiculez à vos équipes, de créer un sentiment de confiance en les écoutant activement, en leur disant uniquement ce que vous pouvez faire. Ne prenez pas des engagements que vous savez pertinemment que vous n'allez pas respecter. Et tout ça réuni fera de vous des meilleurs managers. C'est tant de sujets avec beaucoup d'autres que nous aurons l'opportunité d'échanger dans le cadre de notre programme que nous organisons à CRIBI, dans le cadre du programme Les Masterclass du leadership et du management, comment développer son courage managérial. Le numéro de téléphone pour vous joindre? Alors, pour nous joindre, pour ceux qui voudraient avoir plus de contenu, plus de formation, ou ceux qui voudraient même participer à cette belle expérience qui s'apprête à CRIBI, c'est le 6 96 65 69 88. 6 96 65 69. Ah oui, on écrit rapidement. Oui, rapidement. 6 96 65 69 88. 6 91 63 93 19 ou encore le 6 74 44 00 46. Voilà pour les numéros pour pouvoir joindre Perrin Kouenkem. Pourquoi j'appelle toujours Perrin Kouenke? Désolé, excuse-moi, vraiment je suis désolée, Perrin. On se retrouvera mercredi prochain. Pour un autre thème. Pour un autre thème très, très intéressant. Pour la rediffusion, c'est à 2h30 de la nuit pour les couches tard. Et si tu permets, j'espère véritablement que les différents téléspectateurs font bon usage de ces différents concepts. Merci. Moi-même aussi, je crois. Nous, on en profite, hein, d'ailleurs. Ils nous forment en tant que des futurs entrepreneurs, nous, sans le savoir ici.